OK, donc on poursuit avec le système endocrinien. On a passé à travers les hormones euh, hypophysaires. Il va nous rester à regarder, je vais revenir sur les systèmes reproducteurs et aussi sur les glandes surrénales là, qui sont contrôlées par des stimulines après cette section ici. Euh, donc ici, je vais vous parler aujourd'hui des hormones sécrétées par le pancréas et comment ces hormones-là, dont l'insuline et le glucagon, permettent de réguler, de maintenir un bon taux de glycémie, donc de glucose dans le sang. Alors, le pancréas, là, c'est un petit organe très mince en forme de ruban, d'apparence un peu granuleuse, qui est situé en arrière de l'estomac, tout de suite en dessous de l'estomac, puis qui est relié à l'intestin grêle par le canal pancréatique. Alors, le pancréas, c'est une glande exocrine et endocrine. Nous autres, ici, on s'intéresse à sa fonction endocrine, parce qu'en 11e année, vous avez vu le rôle du pancréas dans la digestion chimique, parce que le pancréas produit et sécrète beaucoup de différentes enzymes digestives, et par le canal pancréatique, envoie ces enzymes-là dans le sucre pancréatique, là, dans le duodénum pour la digestion chimique. Alors, c'est ça sa fonction comme glande exocrine. Comme glande endocrine, elle sécrète, le pancréas produit et sécrète dans le sang l'insuline et le glucagon. Et ces deux hormones-là sont antagonistes. Une fait baisser la glycémie, l'autre fait augmenter la glycémie. C'est ça qu'on veut dire par des hormones antagonistes. Et donc, ça régule par le pancréas lui-même, sous l'action, bien sûr, du système nerveux, mais ça régule la glycémie par des boucles de rétroaction négatives. Alors, si on regardait le pancréas, et puis je vous invite à aller voir une micrographie là, du tissu pancréatique, mais on regarderait que dans le tissu, on dirait que quand tu prends une coupe de pancréas, il y a comme des spots à grandeur, comme des petites îles. On appelle ça les îlots de Langerhans. Et les îlots de Langerhans, c'est le tissu endocrinien qui fabrique les deux hormones dont on va vous parler. Les îlots de Langerhans ont deux types de cellules, des cellules alpha qui produisent le glucagon et les cellules bêta qui produisent l'insuline. Le restant du tissu pancréatique, ben, c'est sa fonction exocrine là, qui fabrique des enzymes. Donc, le pancréas est comme un organe super important, même si c'est petit. Donc, alors, qu'est-ce qui arrive? Quand on a l'insuline qui doit être produite. Alors, quand on mange, par exemple, un repas, puis imagine un repas riche en glucides, en amidon, le système digestif va envoyer le glucose puis d'autres petits disaccharides là, dans le sang. Alors, la glycémie après un repas va donc s'élever. Le taux de glucose va monter. Et puis, la hausse de glycémie va donc inciter, fait que c'est vraiment le pancréas lui-même qui produit directement, il n'y a pas besoin d'être stimulé par d'autres hormones. La hausse de glycémie est détectée par les cellules bêta dans le pancréas. Fait qu'elles vont agir en récepteurs sensoriels et va donc commencer à se mettre à produire puis sécréter dans le sang de l'insuline. L'insuline est transportée donc rapidement par le sang vers toutes les cellules et c'est donc une hormone très généraliste. Puis elle va agir sur des récepteurs spécifiques des cellules, rendant les membranes cellulaires plus perméables au glucose. Ça veut dire que le glucose va commencer à rentrer beaucoup dans les cellules au lieu de rester dans le sang. Donc la glycémie, qui est le taux de sucre dans le sang, va baisser sous l'effet de ça. Et ça, c'est dans le but, en fait, hein, le glucose, ben, on sait que les cellules ont besoin, même leur métabolisme de base, ont besoin de sucre pour la respiration cellulaire, donc pour faire de l'énergie. Donc, ça va agir sur les cellules pour leur permettre de ramasser plus de glucose, et ça va agir aussi sur le foie, comme pour l'excès de glucose qu'il y aurait, qui ne peut pas tout être pris par les cellules, de convertir le glucose de trop en glycogène. Fait que l'insuline va faire stocker du glucose sous forme de glycogène dans le foie. Si jamais il y a trop de glycémie, c'est possible que le glycogène soit transformé en gras et stocké dans le tissu adipeux. Donc, plus la concentration de glucose augmente, plus les récepteurs dans le pancréas sont activés et plus d'insuline va être libérée pour contrôler la glycémie. Fait qu'après un repas, la glycémie est élevée. En temps normal, une glycémie normale se situe en 7 mg à 110 mg de glucose par 100 ml de sang. Alors, ça, c'est la norme. Si ça devient plus haut que ça, ben, après un repas, c'est normal, ça va monter. Le pancréas va sécréter ton insuline et l'insuline va agir sur ces différents effecteurs-là. Le foie,
qui va transformer le glucose en glycogène. Les cellules musculaires, beaucoup partout, vont emmagasiner du glycogène et vont même fabriquer des protéines sous l'action de l'insuline. Et les cellules adipeuses vont utiliser le glucose pour former des lipides, le glucose en excès. Donc, tout ça va faire baisser la glycémie, hein, une boucle de rétroaction négative. Mais là, n'oublie pas qu'on a une balance à maintenir. Fait que si on n'a pas d'autres, on va dire qu'on a un long temps entre les repas, bien, c'est possible que la glycémie devienne trop faible et qu'on devienne hypoglycémique. En ce moment-là, ça voudrait dire que tu serais peut-être en manque d'énergie aussi, là, ça pourrait mener à ça. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Pour contrôler ça, ben, on va vouloir faire l'effet inverse et commencer à libérer du glucose dans le sang et augmenter la glycémie pour t'assurer que toutes tes cellules de ton corps puissent en avoir. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Le pancréas va commencer à produire et libérer le glucagon. Le glucagon, quand sa concentration augmente, ça va agir aussi sur le foie et sur les tissus adipeux. Sur le foie, ça va lui faire dégrader le glycogène, fait que faire l'effet inverse. Et donc, libérer le glucose dans le sang, puis là, le glucose pourra être utilisé par les cellules qui sont en manque de glucose parce qu'elles ont besoin d'énergie. Les tissus adipeux dégradent les lipides en glucose aussi, qui est libéré dans le sang. Donc, ces actions-là, ces réactions-là, vont permettre d'augmenter la glycémie. OK? Donc, c'est un ballon qui est maintenu tant aussi longtemps que le pancréas est capable de sécréter les bonnes quantités au bon temps de ces deux enzymes-là. Malheureusement, il arrive que cette collaboration-là entre les deux hormones peut être déréglée et c'est ce qu'on appelle le diabète, ce qui est probablement la maladie la plus courante qui affecte le pancréas, à part les cancers et tout ça. Fait qu'on voit que quand on parle d'hyperglycémie, quand le sucre est trop élevé dans le sang, ça produit divers effets à court terme. Okay? Qu'est-ce qui arrive sans insuline? Les cellules ne sont pas très perméables au glucose parce que c'est ça que ça fait l'insuline. Ça augmente la perméabilité au glucose, ça fait rentrer le glucose plus rapidement dans les cellules. Donc, sans insuline, les cellules ne sont pas trop perméables et éventuellement au glucose. Donc, le glucose ne rentre pas assez vite dans les cellules. Okay? Ça peut mener à des affaires comme la fatigue à court terme. Okay? Alors, le corps va compenser en dégradant des lipides, des protéines, mais ça demande beaucoup d'énergie. Okay? Et le métabolisme des lipides, là, quand on dégrade des lipides, ça libère des corps cétoniques, des cétones, et ça peut être des sous-produits toxiques, fait qu'on ne veut pas en accumuler dans le sang. En hyperglycémie aussi, les reins vont peut-être être incapables de réabsorber tout le glucose sanguin aussi. Donc, c'est possible que si il y a beaucoup de sucre dans le sang à cause de tous ces facteurs-là, bien qu'on va se mettre à excréter du glucose dans l'urine. Ça ne devrait pas être, en temps normal, avoir du sucre dans ton urine. Okay? Ça, qu'est-ce que ça va faire? Bien, avec le sucre, il va sortir de l'eau aussi. Okay? Donc, qu'est-ce qui va arriver? Les premiers symptômes après une hyperglycémie, on va dire les premiers symptômes qui montrent qu'une personne est atteinte de diabète, c'est à cause que ça, ici, ces choses-là vont se produire. Donc, c'est sûr que si on perd beaucoup d'eau, les personnes vont se mettre à uriner beaucoup, des grandes quantités d'urine. On ne peut pas vraiment à ce moment-là détecter le sucre là, dans l'urine, mais les personnes vont donc avoir soif, okay, vont se sentir fatiguées, okay, puis éventuellement peut-être même assez fatiguées comme beaucoup somnolents. Donc, il y a deux types de diabète. Tu as le diabète de type 1, le diabète de type 2, et il y a aussi le diabète gestationnel. Le diabète de type 1, c'est ce qu'on appelle insulinodépendant, ou avant ça, on appelait ça le diabète juvénile, parce que ça se développe souvent, pas toujours, en enfance. Okay? Alors, c'était le diabète le plus prévalent, si tu veux, chez les enfants, okay? Parce que le diabète de type 2 est lié à des troubles, à une mauvaise santé physique, souvent. Alors, la cause du diabète de type 1, ça, tu ne peux pas vraiment contrôler ça. Okay? Je veux dire, malheureusement, ça affecte un certain nombre de personnes. Ça peut être cause génétique. Je connais même des gens, et ça existe, que certains virus que tu peux attraper, ça peut être le virus de la grippe, peut s'en prendre à ton pancréas, puis que là, ton corps va se mettre à attaquer les cellules du pancréas. Ça peut être causé aussi par des infections bactériennes. Mais la cause la plus probable, ça serait probablement la génétique. Même les enfants aussi prématurés de beaucoup, des fois, deviennent diabétiques. Donc, qu'est-ce qui arrive? Pour une raison ou une autre, les gens, à un moment donné, les cellules bêta du pancréas qui fabriquent l'insuline sont attaquées et détruites par quelque chose. Okay? Alors,
le pancréas n'est plus capable de produire l'insuline. Ou s'il en produit vraiment pas assez pour pouvoir maintenir la glycémie, de faire baisser la glycémie. Fait qu'est-ce qui arrive? Bien, premier signe, c'est que la glycémie reste toujours élevée. Elle ne redescend pas. Donc, le corps se ramasse en hyperglycémie. Ça laisse les cellules dans un état de jeûne. Ils n'ont pas de glucose. Parce que le glucose ne rentre pas assez vite dans les cellules. Okay? Les cellules se retrouvent alors en un état d'hypoglycémie parce que, justement, le sucre ne rentre pas. Donc, ça entraîne des réactions qui veulent mettre du glucose en circulation. Comme ton système nerveux, là, il va réagir à cette hyperglycémie-là, mais en fait, qui vient que les cellules n'ont pas assez de glucose. Fait que là, on va commencer à dégrader le glycogène par le foie en glucose. La lipolyse va commencer à se faire, fait qu'on va défaire des gras. La néoglucogénèse, on va commencer à produire du glucose par des cellules. Tous des processus qui vont continuer à juste augmenter la glycémie. Mais je vous rappelle, c'est en réponse à l'hypoglycémie que tes cellules se trouvent dedans. Mais c'est pas à cause qu'il n'y a pas de sucre dans le sang. Mais le cerveau détecte qu'il n'y a pas de sucre dans le sang, donc il va continuer à en libérer. Donc, à ce moment-là, là, on va vraiment voir là, tous les effets. Les reins vont commencer à sortir le glucose en urine, ces choses-là. Alors, en bout de ligne, les cellules vont manquer de glucose. Le glucose transparaît assez vite dans les cellules. On peut s'imaginer si on n'a pas de glucose dans nos cellules, la respiration cellulaire ne se fait pas d'énergie. Ça commence à affecter tous les tissus et les organes. Comment on traite ça? Ben, en donnant de l'insuline, du dosage d'insuline régulier. On va souvent encourager de soigner une alimentation. Écoute, les traitements futurs, on espère, on se croise les doigts d'être capable de transplanter chez les diabétiques des îlots de Langerhans dans leur pancréas, puis que ça se régénère, puis se mettre à reproduire de l'insuline. Beaucoup de recherches sont mises là-dessus. Je vais vous demander d'aller faire la lecture à la page 412. L'autre type de diabète qui est plus prévalent chez les personnes plus âgées, qui était avant ça plus prévalent chez les personnes plus de 40 ans, et qui est plutôt lié à la santé physique, puis les habitudes alimentaires, puis les habitudes des gens. Alors, les personnes obèses, les personnes qui font pas d'exercice, qui ont des mauvaises habitudes alimentaires, sont plus à risque de développer certainement le diabète de type 2. Autant qu'on le voyait chez les personnes plus âgées avant, les personnes de plus de 40 ans, aujourd'hui, par contre, on commence à le voir de plus en plus chez les jeunes enfants, puis c'est lié justement à l'augmentation d'obésité chez eux autres et le manque d'exercice. Okay? Donc, on le traite souvent en tentant, premièrement, de modifier le régime alimentaire, faisant de l'exercice, et il y a certains médicaments. Mais ce n'est pas tous les gens atteints du diabète de type 2 qui vont devenir insulinodépendants. Peut-être qu'on va devoir éventuellement donner ça aussi si ce n'est pas réglé. À long terme, le diabète, là, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais à long terme, le diabète, c'est une maladie chronique qui va affecter la fonction des reins, va affecter aussi les vaisseaux sanguins, les capillaires, souvent qui se défont. Ça entraîne des troubles de vision. Ben la difficulté aussi à te défendre. Ton système immunitaire est affecté, donc les gens diabétiques sont plus à risque là, de mourir de certaines conditions que les gens normaux pourraient facilement se sortir. Et puis même, ils ne vont pas réagir nécessairement aux médicaments pour traiter d'autres affaires comme les autres. Alors, il y a beaucoup de complications liées au niveau de la circulation qui sont liées au diabète à long terme. Donc, même si on peut le traiter avec les pompes, c'est pas une maladie qui est vraiment facile à vivre avec. OK? Donc, je vous demande d'aller lire à la page 412 les traitements liés au diabète, possibles dans le futur aussi sur ça.